avril 2001, je n'ai vraiment aucun souvenir d'une alerte quelconque sur ce médicament, aussi bien sous son nom de marchande ou son nom générique. Donc voilà, j'ai recherché dans mes dossiers, j'ai regardé dans mes archives, j'ai interrogé aussi mes collaborateurs de l'époque et nous n'avons pas eu d'indication particulière. Alors que nous étions très mobilisés sur les questions de sécurité sanitaire, puisque c'était la période où l'architecture de la sécurité sanitaire était en train de se construire après la création des agences en juillet 98. Eh bien, au cabinet, nous réunissions très régulièrement à une heure matinale l'ensemble des directeurs d'agence avec les experts qui venaient discuter d'une manière très très libre et sans tabou à la fois de l'actualité sanitaire, mais aussi des évaluations qu'ils pouvaient faire, des anticipations dans un souci de prévention. Et vraiment, à aucun moment, le nom de ce médicament n'est arrivé. Madame Gillot, à aucun moment le nom de ce médicament est arrivé. Pourtant, dès 97, donc 2 ans avant votre prise de fonction, il était interdit aux États-Unis. En 98, les pharmacies suisses aussi le retiraient, ainsi que l'Espagne et l'Italie. Et en France, à ce moment-là, on ne s'inquiète pas, on ne se pose pas la question. Je vous réponds, franchement, il n'y a pas eu d'alerte particulière là-dessus. Dès la création de l'AFSAPS, Martine Aubry avait commandé une réévaluation de tous les médicaments pour justement mettre en place cette politique de contrôle, de transparence et de maîtrise à la fois des effets médicaux et du coût des productions des médicaments. Ensuite, les rapports ont été rendus. J'ai le souvenir qu'il y a eu une discussion à un moment sur la sécurité juridique d'une décision à prendre sur le déremboursement des médicaments qui avait été proposé par classe de médicaments. Du coup, il y a eu une réévaluation médicament par médicament, ce qui a conduit à ce qu'il y ait des propositions de déremboursement, mais il n'y a jamais eu d'alerte sur la dangerosité d'un médicament qui s'appelait Mediator. Jamais eu d'alerte, dites-vous. Ronnie Broman est sur ce plateau à mes côtés. Ronnie Broman, vous avez préfacé, entre autres, le livre du docteur Irène Frachon, qui a mis à jour le scandale du Mediator. Il avait envie de vous interroger, vous poser une question. Oui, je voulais demander à Madame Gillot si... bonjour madame, pardon. Si elle trouvait normal que les directeurs avec lesquels donc elle nous dit qu'elle se réunissait régulièrement aient retenu pour eux l'agence. Parce que si les ministres n'étaient pas au courant, et après tout il n'y a pas de raison de mettre en doute leurs paroles, en revanche, un certain nombre de directeurs, eux, étaient au courant. Et je pense qu'il aurait été quand même très judicieux de leur part de faire part des inquiétudes aux ministres et aux autorités sanitaires concernées. Je pense que c'était le cas. Chaque fois qu'une inquiétude émergeait, ou je vous dis, même par anticipation, dans l'application du principe de précaution, il y avait très régulièrement des discussions sur... Non, pardon, madame, ça n'a pas été le cas. Oui, j'ai bien vu... J'ai bien vu depuis la lettre qui fait état de cette alerte des 3 médecins conseils de la sécurité sociale qui indiquait que effectivement le Mediator était prescrit dans un cadre beaucoup plus large que son autorisation de mise sur le marché, notamment en termes de coût de fin, mais c'était une alerte à la sécurité sociale, de la sécurité sociale sur la prise en charge de médicaments d'une manière inadaptée. Je vous répète que nous n'avons pas eu connaissance d'une alerte sur le danger, la dangerosité de ce médicament. Enfin, un médicament qui est interdit dans d'autres pays, un médicament dont le service médical rendu est considéré comme à peu près inexistant et dont finalement les seules conséquences sont les risques encourus par les patients, risques qui semblent avérés, puisque la proximité avec la molécule isoméride qui avait été elle-même retirée du marché peu de temps auparavant. Enfin, tout cela laissait quand même, je ne dis pas à la ministre, mais je dis, pardon, excusez-moi, je termine. Oui. Je ne dis pas à la ministre, mais je dis aux spécialistes, aux directeurs d'agence, à l'agence du médicament, l'AFSAPS, la commission de pharmacovigilance. Tous ces gens-là semblent avoir gardé pour eux des informations d'une très grande importance à une époque où, en effet, les questions de pharmacovigilance et de sécurité sanitaire, plus généralement, étaient au premier plan. Je veux dire qu'il y a quand même quelque chose d'énigmatique. Qu'il y ait un filtre à ce point étanche entre les commissions compétentes et le cabinet du ministre me semble être un problème grave.
Oui, c'est une question sérieuse et grave, et je pense que les commissions, les missions parlementaires et les missions de l'IGAS vont pouvoir mettre à jour effectivement le dysfonctionnement qui a pu intervenir. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des jugements qui sont portés à partir de connaissances qui sont patentes aujourd'hui et qui n'étaient pas probantes et qui n'étaient pas remontées à la décision et à la réflexion, à la décision à l'époque que nous évoquons. Moi, je tiens aussi à dire qu'on ne peut pas aujourd'hui accuser de laxisme les responsables de la santé de l'époque, alors que c'était vraiment une période de construction de cette architecture de la sécurité sanitaire, avec un chantier énorme, conduit par des experts qui étaient vraiment des militants de la sécurité sanitaire, qui avaient conduit à la création de l'agence de sécurité sanitaire, l'agence du médicament en 93, les agences de sécurité en 98 et immédiatement une mise au travail pour introduire des contrôles législatifs des différents dysfonctionnements que nous trouvions. Et on ne peut pas dire qu'il y a eu du laxisme, je crois plutôt qu'on était très proactifs, notamment pour contrôler les industries pharmaceutiques, Gillot, à la fois sur leur production et à la fois sur le coût. Et je tiens à dire que Martine Aubry était vraiment la bête noire des industries pharmaceutiques à l'époque. Alors justement, on va parler de ces intermédiaires qui ont joué un rôle important, hein, notamment à cette période et encore aujourd'hui. Ronnie Broman avec vous. Juste, Madame Gillot, vous savez qu'une mission d'information parlementaire va débuter ses travaux en janvier. Vous acceptez D'ailleurs, je connais bien... Excusez-moi. D'ailleurs, je connais bien Gérard Bapt et sa pérennité et sa pugnacité sur ces dossiers de sécurité sanitaire, et on peut le féliciter justement d'avoir obtenu la création de cette commission parlementaire. Voilà, le député PS de Haute-Garonne et cardiologue. Merci beaucoup, Madame Dominique Gillot, d'avoir répondu à nos questions donc en direct. Merci à vous. Ronnie Broman, on va rester ensemble. On parlait justement des intermédiaires avec Madame Gillot. Médicaments et argent, c'est facile de faire le lien quand on entend ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas trop d'intermédiaires, trop d'agents en définitive? Ça, je ne peux pas répondre à cette question parce que les processus sont complexes, il y a un grand nombre d'évaluations différentes qui sont à mener et peut-être qu'il faut cette quantité d'agences, mais encore faut-il qu'elles jouent clairement le jeu. Leur rôle est en jeu. Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire, Monsieur Marimbert, il y a encore peu de temps, parlait du médiateur, parlait des risques très faibles qui étaient attachés au médiateur. Alors bien sûr, on parle de risques qui sont de l'ordre de 1 pour 1000, voire moins. Alors statistiquement, c'est faible. Mais alors, allons demander aux familles des centaines, voire des milliers de personnes qui sont mortes, sans parler de celles qui sont très lourdement handicapées pour le restant de leur vie, soit parce qu'elles ont subi une greffe cœur-poumon, soit parce qu'elles ont une valve cardiaque qui est extrêmement handicapante, enfin qui peut être très handicapante. Ce ne sont pas des risques très faibles. J'insiste là-dessus, parce qu'il me semble qu'il y a un cynisme, une désinvolture qui marque ces responsables qui théoriquement sont en charge d'agences qui ont un très lourd panier de responsabilités, qui sont vraiment marquants. Il a fallu que Irène Frachon mène avec une ténacité tout de même vraiment remarquable. Je le dis d'autant plus que d'autant plus facilement que je n'ai pas du tout été mêlé à cette enquête. Je n'ai vu le texte qu'une fois terminé. Mais la ténacité avec laquelle elle s'est battue, les obstacles qu'elle a dû franchir, le mépris de ces experts qui semblent régner sur tout cela et qui discréditaient ce médecin de province qui arrivait avec des résultats très, très angoissants, tout cela, ça doit attirer notre attention. On ne peut pas en rester là. Et je trouve que Madame Gillot, que je n'incrimine pas du tout dans cette histoire, j'ai aucun moyen, j'ai aucune raison. Je trouve qu'elle passe avec beaucoup d'aisance sur tout ça. On a été très proactifs, on est très vigilants. Finalement, il y aurait rien à faire. Bon, alors on n'incrimine pas donc les responsables politiques de l'époque, ni ceux d'après. Mais qu'est-ce qu'on peut dire des laboratoires et du lobby ? On peut dire que le poids qui est le leur dans les décisions de santé publique s'est accru au cours de ces 15-20 dernières années dans le contexte d'ailleurs d'une transformation de l'économie du médicament qui se signale par exemple par ces énormes laboratoires qui sont le résultat de fusion-acquisition. Ils ont presque tous changé de nom. Ce sont tous maintenant des holdings gigantesques dans lesquels la logique financière tient lieu passe avant la sécurité des Français, passe avant la santé. D'alpha et d'oméga, absolument.
absolument. On l'a vu dans des circonstances moins dramatiques, mais qui sur le plan financier ont des conséquences très lourdes, c'est-à-dire celle de la grippe aviaire, la grippe porcine, la grippe H1N1 de l'an dernier. Il est maintenant avéré, il n'y a absolument plus aucun doute là-dessus, que à l'ensemble des étages de décision, les experts rémunérés par des laboratoires ont joué un rôle décisif. C'est absolument anormal parce que c'est la logique du marché et la logique financière qui l'emporte à la fois sur la logique de comptabilité publique, c'est-à-dire l'usage économe des deniers publics, mais on parle de milliards d'euros. De quoi faire peur aux citoyens. Mais il faut avoir peur parce que c'est cette peur qui va nous permettre de réagir. La situation n'est absolument pas désastreuse, il y a un certain nombre il y a des compétences, il y a des structures, il y a des tas de moyens de réagir, mais aujourd'hui, la décision de santé publique est largement entre les mains des laboratoires. Ils ont des moyens gigantesques, ils achètent les experts qu'ils veulent, ils font emporter les décisions qu'ils veulent. On le voit. Quand les premières alertes sur le Mediator ont été lancées, les premières alertes très sérieuses, disons, enfin, d'ailleurs pas les premières. Déjà, l'autre étape en 2003 en France. Le laboratoire Servier n'a eu de cesse d'obtenir des recours pour réviser les procédures. Ça veut dire que le laboratoire Servier, qui emploie à peu près 20 000 personnes, en gros, il a pu comme ça bénéficier d'un traitement de faveur de la part des autorités, d'un passe-droit. Je ne sais pas si Servier, par rapport à d'autres labos, obtient un traitement de faveur. Ce que je sais, c'est que ces démarches sont couronnées de succès, puisque partout ailleurs, on abandonne le médicament, et que sous la pression de ce laboratoire qui fabrique, j'insiste là-dessus, un médicament, dont l'utilité médicale n'est acceptée par personne. Exactement. Donc il n'y a que les risques et aucun avantage. Eh bien, en dépit de cela, Servier réussit à imposer son médicament sur le marché public. Avouez qu'il y a quand même quelque chose, des questions à se poser. Je voudrais vous poser deux questions. Une question sur le chiffre dont on parle depuis ce week-end, peut-être entre 1000 et 2000 morts, Rony Broman. Ces chiffres, ils sont plausibles ? Mais oui, ils apparaissent plausibles au vu de la durée pendant laquelle le Mediator a été prescrit et du nombre de personnes qui l'ont pris, puisqu'on parle de 3 millions de personnes qui auraient pris ce traitement, d'un pourcentage d'environ 1 pour 1000, donc on est tout à fait dans le ratio. Moi, je n'ai évidemment pas les moyens de si c'est 500 ou 2000, mais de toute façon, il s'agit d'un scandale dont les conséquences sont supérieures à celles du scandale du sang contaminé. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, c'est ce qu'on commence à évoquer très largement. Ça va dépasser. Ça va largement dépasser, puisque là, on est sur une période beaucoup plus lourde, beaucoup plus longue. Tout de même, au moment de l'affaire du sang contaminé, on était dans une connaissance encore très balbutiante des problèmes de transmission du sida, le sang, le sperme, par quelle voie, encore rien, peu de choses étaient clairement démontrées. Et à partir du moment où on a su, les réactions politiques ont été très rapides, contrairement à ce qui est souvent dit pas assez rapide du point de vue des victimes, mais très rapide du point de vue de ce qui était matériellement possible à faire. Là, pas du tout. Ça traîne pendant des années. Et ça va être encore plus compliqué donc à évaluer. Non, je ne crois pas. Je pense que c'est tout à fait. Les lésions sont assez caractéristiques. La prise on peut très bien calculer des surmortalités par rapport à des pathologies qui n'apparaissent pas seulement comme conséquence de ce médicament, mais dont on connaît la prévalence, et donc on calcule la surmortalité chez les gens qui ont pris du Mediator. Et donc on peut avoir tout à fait. Les études épidémiologiques rétrospectives sont assez précises dans ce domaine et permettent d'avoir une bonne connaissance des choses. Donc on peut imaginer un chiffre exponentiel. Exponentiel, non, mais des milliers de morts. Oui, on peut l'imaginer. D'un mot, parce qu'il nous reste 10 secondes, comment faire pour éviter qu'un tel drame se reproduise ? Libérer les commissions d'évaluation dans leur ensemble du poids financier des laboratoires. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un horizon vers lequel il est indispensable de se diriger. Merci beaucoup Rony Broman d'avoir accepté cette invitation, ancien président de Médecins sans frontières, et puis vous avez donc postfacé ce livre d'Irène Frachon, Mediator, combien de morts, aux éditions, je le rappelle, dialogue.fr. Merci à vous. Allez, dans un instant, on va revenir